Comment vous caractériseriez votre activité explorateur, écrivain, aventurier? Mon métier est de prendre l'air. J'étais couché dans un lit pendant des mois avec un corset, dans un lit d'hôpital, à même pas pouvoir pisser tout seul. Pas tout à fait certain que je pourrais reprendre ne serait-ce que la marche. Quand je me suis aperçu que j'allais peut-être réussir à reconquérir mes capacités musculaires et que j'allais peut-être pouvoir marcher, là, à ce moment-là, j'ai su que j'étais guéri parce que j'avais quelque chose à conquérir. J'avais un combat à mener, alors là, vraiment contre moi-même. Pas dur. Quartier libre. Je passe mon quartier libre avec Sylvain Tesson, qui est écrivain et explorateur. Il a notamment écrit Dans les forêts de Sibérie, La Panthère des neiges, et il publie aujourd'hui Les Piliers de la mer chez Albin Michel. Alors on va parler de son livre, de ses escalades en haute mer, et peut-être de ce qui rapproche le soldat de l'aventurier. Sylvain Tesson, bonjour. Bonjour, mon capitaine. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans le podcast et puis surtout de nous faire découvrir cette salle, ce lieu. On est au centre d'études stratégiques de la marine parce que vous y êtes réserviste. Oui, je suis plus exactement écrivain de marine. C'est un groupe qui a été fondé en 2012. Nous sommes une vingtaine d'écrivains sous la présidence du président Patrice Franceschi. Nous sommes quelques romanciers et essayistes. Je pense à Dominique Lebrun, à Jean Rollin, à Olivier Frébourg, à Isabelle Autissier, à Emeline Landon ou à Andrea Marcolongo. Et nous nous réunissons à raison d'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour réfléchir à la manière dont nous pouvons faire rayonner la marine dans nos romans, nos récits ou nos interventions sous forme de conférences ou d'articles dans les journaux. J'espère ne pas les offenser, mais je suis obligé de vous poser la question. Pour vous engager dans la réserve, pourquoi vous n'avez pas choisi les troupes de montagne ? Parce que c'est à l'invitation des écrivains de marine que j'ai rejoint leur groupe. Ça me plaisait parce que d'abord il y avait écrivains dans la confrérie, écrivains de marine, et puis parce que j'avais l'impression que la mer, pour ce qu'elle contient d'invitation au large, au largage des amarres, à l'éternel retour sur le quai des éternels embarquements, à toute cette épaisseur du récit littéraire des voyages maritimes, bien la mer appelle l'écrivain à essayer de se mettre à son service. Donc contrairement à beaucoup d'alpinistes que je connais dans les troupes de montagne qui préfèrent l'eau à l'état solide, vous n'avez pas de problème avec la navigation, la mer et la marine? Je ne dirais pas que j'ai pas de problème, parce que mon écosystème de cœur, mon biotope spirituel, c'est la montagne. Absolument la montagne. J'aime le minéral. Je suis un être éminemment tellurique, davantage que marin. Ce que j'aime, c'est le granit, le calcaire. J'aime le magma quand il s'est pétrifié en se refroidissant, bien davantage que la mer. Donc, psychologiquement, j'appartiens, ou spirituellement, j'appartiens à l'élément tellurique. Mais je n'ai rien contre, si je puis dire, j'ai rien contre la proposition maritime, qui est une proposition, j'y reviens parce que ça me semble l'explication de ce choix des écrivains de marine. La proposition maritime est éminemment littéraire et poétique. Pour une raison très simple, c'est que la mer a été un sujet d'inspiration pour les écrivains depuis Homère, depuis l'Odyssée. Et la montagne, malheureusement, un peu moins. Beaucoup moins, n'a pas du tout bénéficié de l'énergie des littérateurs pour être chantée et célébrée. Finalement, il n'y a que depuis peut-être la naissance... Le mot analogue, la montagne magique, il y a quand même des beaux livres. Oui, un peu avant, il y a eu quand même la naissance de l'alpinisme sportif à la fin du 19e siècle, avec les Anglais comme Edward Whymper, ou les Italiens dans les Dolomites qui ont donné des œuvres d'alpinisme. Mais c'est très récent tout ça. On n'a absolument ni un Moby Dick de la montagne, ni une Odyssée, ni même un Vieil homme et la mer. Bizarrement, la montagne semble avoir échappé au faisceau d'intérêt des grands littérateurs. Le verbe n'a pas encore rencontré la verticalité. Ça viendra peut-être un jour. Oui, c'est vrai que c'est plutôt l'horizontalité. Et d'ailleurs, bon, moi je ne suis pas un fanat de marine et de la mer. Ça vous angoisse pas, ces étendues plates, quand vous préférez la verticalité, justement? Vous n'avez jamais vu des creux de 10 mètres? Non.
C'est pas plat. Ouais. C'est pas plat. Moi rarement, hein, je vous rassure. Dieu me regarde, je préfère pas y aller du tout. Mais ça m'est arrivé tout de même d'être dans des moments où la mer était agitée. Et alors à ce moment-là, j'avais pas du tout l'impression d'être dans une horizontalité. Et deuxièmement, j'aime les espaces sauvages, ou du moins, j'aime l'illusion esthétique de la sauvagerie. Et la mer, je me souviens de certaines traversées de la mer de Ross en voilier ou de l'Atlantique en voilier. Et la mer offre cette impression du vide. Et moi, le vide excite ma pensée. Le vide visuel, quoi, le vide du paysage. C'est pour ça que j'aime les steppes. C'est pour ça que j'aime les grands plateaux déserts de l'Asie centrale. Je pense au Tibet, au Kyrgyzstan, au Kazakhstan ou à la Mongolie. C'est-à-dire, j'aime quand la steppe devient un océan. Parce que la vacuité, le vide, la viduité, comme disent les écrivains, du paysage, est une sorte presque de page blanche pour exercer sa réflexion. Ça me fait penser à, je ne sais pas si vous connaissez un autre grand aventurier, T. Lawrence, qui disait que l'appel du désert parlait aux penseurs de la ville. Vous vous reconnaissez là-dedans? Non, mais c'est Laurence d'Arabie, dans Les 7 piliers de la sagesse, qui est excité par cette espèce de, ce qu'il appelle presque le nihilisme, le goût pour le néant des Arabes dont il essayait de forger l'unité pour aller chasser les Turcs de Damas. C'était ce qu'il appelait la grande révolte arabe en 1915. Et il a été fasciné par cela au point parfois de comparer, c'est exactement ce que vous faites, les bédouins arabes qui se battaient dans leur génie du mouvement et du redzu. Et il les compare parfois à des marins qui prennent leur cap dans le grand vide désertique. Et vous avez raison que parfois, il arrive que la surface géographique des grandes étendues continentales, steppiques, désertiques ou montagneuses, peut ressembler à l'océan. En tout cas, dans son abstraction. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais moi, je me souviens quand j'ai traversé l'Asie centrale à pied ou à cheval, ça m'est arrivé souvent, désert de Gobi, steppe de Mongolie ou steppe du Kazakhstan, j'avais véritablement l'impression de tirer des amers comme un marin sur son bateau. Et finalement, l'azimut dans la steppe, ça ressemble à une navigation océanique. Mais il dit aussi que l'appel du désert, pour lui, c'est l'appel d'une solitude dans laquelle il a pu trouver le verbe vivant qu'il avait en lui. C'est comme ça qu'il le dit. C'est quelque chose qui vous inspire, ces déserts. Il va même plus loin que ça, Laurence. Il dit que le vide désertique a finalement déterminé l'invention du monothéisme le plus brutal et le plus vertical. Et de même qu'on peut imaginer que la jungle tropicale, pleine de couleurs et de chatoiements, la jungle que connaît le légionnaire pour beaucoup de raisons, appelle davantage un chamanisme spirituel, hein, j'entends, une pensée polythéiste ou alors carrément animiste avec une présence du divin dans l'émanation du vivant, beaucoup plus que le désert où l'absence de forme, la dilution du temps, la dissolution de l'identité et l'évanouissement des formes de l'espace amène une pensée beaucoup plus abstraite qui immanquablement vous conduit vers une espèce de liaison de la créature avec le créateur, débarrassée de toutes ces efflorescences polythéistes ou panthéistes. À la question du créateur, on va y revenir parce que vous en parlez dans le livre. Pour donner le contexte, vous publiez Les Piliers de la mer chez Albin Michel, qui est le récit de votre dernière obsession, une obsession qui commence sur un de ces piliers de la mer que tous les Français connaissent, l'aiguille creuse à Étretat. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui a commencé là-bas à Étretat ? J'ai grimpé l'aiguille avec mon camarade guide de haute montagne Daniel Dulac, qui était le vainqueur de la Coupe du Monde d'escalade en 2004, et un très fort grimpeur. Et nous avons escaladé l'aiguille en empruntant une voie qui avait été déjà répétée, qui avait été grimpée dans les années 30 ou 40 par un alpiniste célèbre qui s'appelait Pierre Alain. Nous avons retrouvé des vieux débris de pitons complètement rouillés qu'on arrivait à enlever par une simple pression du doigt. Nous avons grimpé l'aiguille, elle fait une 60aine de mètres de haut, en rocher extrêmement dégradé, c'est des silex enchâssés dans un calcaire crayeux qui est presque pulvérulent. Et quand je suis arrivé au sommet, j'ai eu deux saisissements.
un saisissement de la sensibilité et un saisissement intellectuel. Le saisissement intérieur, c'était l'impression d'être en flottaison dans un endroit d'une beauté farouche, qui était large comme votre malle de campagne, à peine plus étendu. Et nous étions là, entre la terre et le ciel, dans un endroit qui n'appartenait plus vraiment au continent, mais qui n'appartenait pas encore à l'horizon. Nous étions comme dans une nacelle en flottaison. C'était d'une beauté, un silence, un parfum presque mystérieux qui flottait autour de nous. Alors je me suis dit, je veux me retrouver souvent dans cet état-là. Et puis le saisissement intellectuel, c'est parce que j'ai compris que ce pilier, qui était détaché de 100 mètres de la côte, puisque la côte a reculé et l'aiguille est restée, eh bien, il incarnait symboliquement la figure humaine du résistant, du rebelle, de l'homme qui refuse, qui se sépare, qui décide de critiquer, de refuser de suivre le mouvement. Enfin, le dandy, le réfractaire. Alors je me suis dit, je vais bâtir un voyage qui va consister à faire le tour du monde en grimpant le plus possible de ces piliers de la mer détachés de la côte pour célébrer à la fois la beauté de cette forme de relief et célébrer le symbole de tout humain qui a choisi le camp du refus plutôt que le camp du conformisme. Ces piliers de la mer, vous utilisez un mot en anglais pour les définir dans le livre, les stacks. Je ne sais pas si vous savez, à la Légion étrangère, l'anglais est interdit, les langues étrangères sont interdites. Alors comment on appelle un stack en français, en bon français? Non mais l'anglais, vous avez raison de l'interdire, mais parfois il est plus sexy, quoi. Les Anglais disent stack et les Français disent un pilier d'érosion de recul du trait de côte. Alors évidemment, c'est un peu long. On gagne du temps à dire stack. En fait, ça veut dire une pile. On devrait dire une pile, comme il y a une pile de pont, ou une pile de jetons au poker, ou une pile de cartes, ou une pile de livres. Le stack, c'est ce qui s'empile. Et à vrai dire, le pilier... Mais c'est pas comme ça qu'il se construit en fait, il ne s'empile pas, donc c'est un faux. Bien sûr, il se construit par la sédimentation qui crée un substrat rocheux stratigraphique, enfin, c'est-à-dire un continent, quoi, une côte. Oui, et un jour, après il se détache. Après, la côte recule, enfin, la côte recule, et la côte recule, et le pilier, pour des raisons liées au courant et au substrat rocheux qui constitue le socle, à un moment, il y a une arche, en général, qui s'ouvre. Ouais. Un jour, le tablier de l'arche... Comme on voit Etretat d'ailleurs. Comme on voit Etretat, le tablier de l'arche tombe et il reste le pilier, mais qui lui-même est à la fois un résistant qui est très valeureux, parce qu'il dit, écoutez, moi je ne suis pas le mouvement, donc je vous emmerde, continuez à reculer, mais moi je reste là. Donc il y a une espèce de... Il s'enracine. Oui, il s'enracine et il devient un dissident. Mais, et en plus, ce qui ajoute encore un empilement, si je puis dire, à sa noblesse, en plus, le pilier de la mer, il sera le premier à tomber, parce que en s'isolant, en se singularisant, en se distinguant, il s'expose. Il est le premier à recevoir la houle, le premier à recevoir le vent. Il n'est plus tenu par l'ensemble, il est tout seul dans sa fragilité. Donc sa noblesse va jusqu'au fait qu'il sera le premier à tomber. Et à côté, vous avez la côte, comme ça, avec chaque couche appuyé sur les autres, ça peut être très beau, on peut dire que l'union fait la force. Mais pour le stack, qui est un dandy, qui regarde sur le côté, il peut dire aussi que l'union fait la vulgarité. Et parfois, la force de l'union est débridée et devient une force violente et aveugle. Il y a dans le pilier de la mer quelque chose d'éminemment esthétique. C'est pour ça que je pense qu'il ressemble plus au dandy qu'au résistant. Parce que le résistant, dans l'histoire humaine, veut à un moment revenir sur le plateau continental. Prenons De Gaulle. De Gaulle fait le stack au début. Il veut pas du mouvement général, il veut pas de l'armistice. Il y ressemble en plus. Il y ressemble. C'est vrai qu'on sera à Morpion, on aurait envie de grimper sur le général, si je puis dire. Mais si vous voulez, il est comme ça, comme une colonne. Il s'écarte de la France, mais c'est en vue de... D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, il va réussir. Il revient pour le vaincre. Oui. Pour triompher. Le pas de côté est en fait une prise d'élan. Tandis que le stack, il reste là, il se détache pour mourir. C'est donc plus une posture esthétique qu'une position politique.
Vous avez une citation, alors je ne l'ai plus en tête, mais vous dites que vous êtes tellement contre le système que vous ne vouliez même pas vous y opposer. Non, mais c'est une citation géniale de Walt Whitman, qui était un poète américain qu'on pourrait qualifier de naturaliste, vous voyez, un grand poète pré-écologique, qui aimait les espaces sauvages. Et il a dit « Je n'ai rien à voir avec ce système, pas même assez pour m'y opposer ». Et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment le grand cri artistique de celui qui ne veut pas du bruit et de la fureur de la société et qui ne veut pas subir. Ne pas subir, mais ne pas nuire non plus. Donc on s'écarte. Et puis alors c'est, mais continuez sans moi les gars, continuez. Moi je ne fais plus partie de ce festin. Je ne reviendrai pas ni pour changer le monde, ni pour intervenir. Je m'isole. Je me sépare. Un autre avait dit ça, c'était un romantique qui s'appelait Barbey d'Aurevilly, contre-révolutionnaire, romancier du 19e siècle, qui avait dit ni en haut, ni en bas, à côté. Et c'est exactement ça, la doctrine du Stack. Un soldat, pour lui, la neutralité n'est pas un choix, le retrait n'est pas un choix. Qu'est-ce que vous dites à vos amis militaires là-dessus? Non mais attendez, déjà il y a, dans les figures archétypiques humaines, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut absolument pas intégrer le soldat à la comparaison, puisque le principe déterminant du soldat, c'est l'obéissance, c'est le devoir. Alors que le séparé, l'isolé, qui peut intéresser le soldat pour des raisons esthétiques et intellectuelles, car encore une fois, le pilier de la mer, c'est une proposition intellectuelle. Mais le soldat ne peut pas y adhérer, puisque tout le principe du Stack, c'est de dire, moi je me coupe de la société, je ne veux plus avoir rien à y entendre. Le soldat est là pour la servir, au contraire. Donc là, si vous voulez, la comparaison, on peut faire des comparaisons d'ordre tout à fait sensible, culturel, artistique même, mais ça s'arrête là. Les deux archétypes ne sont pas du tout comparables. Mais sur ce que vous disiez à propos de la non-intervention, est-ce que le Stack est neutre, il refuse de s'engager? Le Stack est même au-delà de la neutralité, le Stack n'est plus là. Il a disparu, c'est un mort-vivant en fait. Un mort-vivant, c'est comme un artiste qui s'enfermerait dans sa grotte pour continuer à danser et à peindre. Il veut vivre de musique et respirer de la lumière. Il a disparu, il ne sert à rien. C'est une inutilité absolue, donc vous comprenez que vous ne pouvez pas la comparer avec le soldat qui est au contraire. Le soldat est là pour servir une société et assurer l'obéissance à une doctrine en vue de quelque chose. Donc non, c'est pas comparable. En revanche, non, la seule chose que je peux ajouter à ce que vous évoquiez à l'instant, c'est que si le Stack n'intervient pas, c'est parce que, d'une certaine manière, le rebelle, le réfractaire qui vient s'opposer à l'autorité centrale, il devient assez vite l'idiot utile de l'autorité centrale. Oui. C'est-à-dire que le rebelle du dimanche, qui de temps en temps va jouer sa posture esthétique sur la barricade en poussant des cris, mais finalement, il facilite la tâche de l'autorité centrale de la citadelle, qui se sert du rebelle d'opérette pour augmenter ses lignes budgétaires visant à recruter des troupes de maintien de l'ordre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a très vite... Un rebelle qui rate, c'est un idiot utile de l'autorité contre laquelle il est censé lutter. Pour continuer sur ce lien avec le soldat, il y a un passage dans votre livre que moi c'est celui qui m'a le plus marqué parce qu'il parle à demi-mot de la vocation militaire et de l'engagement. Si vous permettez, je le lis. Il ne se passe rien, pas une mouche, pas un ver, même la vie végétale s'ennuie, épargnée de toute menace, préservée de la dent des herbivores, les plantes poussent sans épines et même sans écorce. N'ayant pas à combattre, elles n'ont rien à défendre. La pureté n'est pas dangereuse, mais elle produit des salades vertes. Stack inaccessible, vous serez épargné, mais à refuser les larmes et le sang, vous choisissez la vie du brocoli. Moi, la phrase qui me marque, c'est « N'ayant pas à combattre, elles n'ont rien à défendre ». Parce que intuitivement, on pense l'inverse. On se dit c'est quand on n'a rien à défendre qu'on n'a pas à se battre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? N'ayant pas à combattre, elles n'ont rien à défendre. Parce que tout simplement, l'écosystème, alors pour reprendre techniquement ma comparaison,
l'écosystème qu'on retrouve sur les petits stacks, les tout petits stacks grands comme votre malle, est un écosystème de vase clos. Et j'ai remarqué sur la centaine de stacks de petits écosystèmes que j'ai découverts que c'était une nature qui n'avait aucun prédateur. Si bien que les plantes ou les animaux qui prospèrent sur ces tout petits arpents écosystémiques, n'ayant pas de prédateur, n'a pas besoin d'imaginer une défense contre le monde. Elle n'a pas à se battre. Et comme elle n'a pas à se battre, elle devient finalement assez flasque. Et donc elle n'a pas grand-chose à défendre. Et la défense et la lutte, c'est pareil en fait. C'est quand vous avez un trésor et quand vous aimez votre vie, vous faites tout ce que vous pouvez pour essayer de la continuer et de la défendre. Alors c'est tout ce que je disais. Ça me faisait penser, si vous voulez, parfois à des natures qui ressemblent à des musées Grévin. C'est-à-dire c'est très beau, c'est magnifique, oui. C'est très doux, mais c'est chiant. Vous voyez, on n'a pas envie de vivre au milieu de la salade verte. Vous dites bien que c'est parfois en se battant que on crée le trésor, c'est un peu ce que vous venez de dire. C'est en se battant qu'on crée quelque chose de précieux et quelque chose à défendre. Ce qui est souvent un peu contre-intuitif. C'est logique en même temps. C'est-à-dire que si on se bat, c'est qu'on a quelque chose à défendre. Et si on a quelque chose à défendre, c'est qu'on va se battre. Civis pacem parabellum, quoi. C'est-à-dire que l'un et l'autre, la guerre et la paix sont tellement mêlés. On le voit très bien, encore une fois, on le voit très bien sur le stack. Vous arrivez sur des endroits qui sont préservés de tous les dangers. Vous savez, c'est la chanson de la Renaissance, « Rocher inaccessible, que vous êtes heureux de n'être point sensible aux tourments amoureux ». Certes, le stack est préservé, mais parce qu'il est préservé, parce qu'il n'aura pas de tourments, ni amoureux, ni de tourments bellicistes, il va finir par s'ennuyer. Il n'aura plus rien à défendre, puisqu'il n'aura plus rien à combattre, il n'aura pas à combattre, puisqu'il n'aura plus rien à défendre. Je veux dire, vous ne créez pas une exaltation intellectuelle quand votre donjon recèle des salades vertes et des brocolis vapeur. C'est ça que je veux dire, seulement je le dis de manière un peu compliquée en grimpant sur des tourelles de 100 mètres. Quand vous dites que c'est la bataille qui amène des choses à défendre, qui crée du trésor, je me suis demandé si ça venait pas de quelque chose que vous avez vécu, puisqu'en 2014, vous avez cet accident à Chamonix où vous tombez de 10 mètres après avoir escaladé une maison, et là on vous a annoncé que vous ne remarcheriez plus, que peut-être vous ne pourriez plus parler. Est-ce que vous faites ce lien entre la bataille qui vous a animé à ce moment-là et peut-être la poésie que vous avez trouvée par ce chemin ? Peut-être. Quand je me suis aperçu que j'allais peut-être réussir à reconquérir mes capacités musculaires et articulaires, et mais même plus que ça, physiologiques, et que j'allais peut-être pouvoir marcher, là, à ce moment-là, j'ai su que j'étais guéri parce que j'avais quelque chose à conquérir. Et j'avais un combat à mener, alors là, vraiment contre moi-même, et je ne sais pas si je l'ai... Enfin si, je l'ai gagné ce combat, puisque je suis reparti faire des marches insensées, des escalades impossibles, dont je ne pensais même pas être capable avant mon accident. Ouais. Donc si, je peux dire que je me suis relevé quand même. Et vous avez défié tous les diagnostics oui, voilà, médicaux. C'est vrai que ça, j'ai remporté ce combat-là, parce que j'ai été tellement au fond du trou quand j'ai compris que je m'étais vraiment gravement blessé, il est tout à fait possible que je me suis galvanisé parce que j'avais quelque chose à reconquérir. Absolument. Et j'ai combattu, alors encore une fois, c'était un combat contre moi-même et contre l'adversité, mais j'ai combattu parce que j'étais blessé, oui, bien sûr, c'est logique en fait. J'ai eu peur de perdre ce que j'aimais par-dessus tout, qui est le mouvement. Ça vous a poussé peut-être à l'aventure, ça vous a poussé à aller plus loin ? Attendez, j'essaie de répondre sincèrement à votre question. Je ne crois pas. Je ne vais pas rentrer dans le cliché par ailleurs. Non, mais parce que d'ailleurs, si on rentrait chacun dans le cliché, je vous aurais répondu tout de suite. Oui, bien sûr, c'est merveilleux. Oui. Merci mon Dieu pour cette épreuve, car je me suis révélé dans le malheur. Mais non, pas du tout. Moi, je ne crois pas du tout à ces trucs-là. Je m'en suis très bien passé de ma chute. Je ne crois pas y avoir trouvé d'inspiration, dans la mesure où j'avais déjà, moi, parfaitement la conscience que le bonheur venait de la solitude, de la plongée dans la nature profonde et de l'oscillation entre des aventures physiques très organiques dans des endroits pas possibles et ensuite l'écriture et la restitution soit sur la scène d'un théâtre, soit dans les pages d'un livre. Je vivais comme ça et si j'ai combattu sur mon lit d'hôpital, c'était pour retrouver cette vie-là. Donc je ne peux pas dire que j'ai retrouvé l'inspiration. Ce que j'ai trouvé,
c'est un petit surcroît, malgré ma faiblesse physique, que j'ai acquise après cet accident, c'est un petit surcroît d'énergie vitale. Ça, oui, bien sûr. Parce que quand on passe pas loin de l'extinction des feux, et quand on a la chance d'avoir une partie gagnante, là, on s'aperçoit tout à coup qu'on met un peu de bédoin dans le gaz, quoi. Il y a un peu davantage de carburant dans la machine intérieure. Mais c'est banal ce que je dis là. Tous les gens qui ont eu un grave accident et qui se sont sortis vivent dans une espèce d'exaltation et d'exultation du surcroît de vie qui leur a été permis. Et en même temps, on peut penser que sitôt la vie normale reprise, on oublie à nouveau ce sentiment-là, le sentiment de la fragilité des choses. Est-ce que c'est ça que vous allez chercher quand vous grimpez sur ces piliers et que vous vous mettez en danger? Est-ce que c'est retrouver ça, cette fragilité? Non, ce que je vais chercher, c'est clairement une conjuration du malheur qui m'est arrivé. C'est-à-dire que moi j'étais couché dans un lit pendant des mois avec un corset, dans un lit d'hôpital, à même pas pouvoir pisser tout seul, et avec pas tout à fait certain que je pourrais reprendre ne serait-ce que la marche. Eh bien, le jour où j'ai compris que je pourrais, je me suis lancé à corps perdu dans la nécessité de prouver à moi-même que je laissais derrière moi ces malheurs qui m'avaient frappé. Donc c'est plutôt quand je grimpe des parois avec mon camarade Daniel Dulac, quand il m'emmène dans des escalades difficiles. On a fait depuis ma chute, j'ai fait l'intégrale de Peutret, le pilier du Freinet et la Walker en faisant des Grandes Jorasses, qui sont des courses auxquelles je rêvais même pas avant ma chute. C'est évidemment des conjurations. C'est pour montrer que, c'est pas pour dire je suis plus fort que la mort ou je ne sais quoi, mais c'est pour dire ma volonté de vie est plus forte que la malchance qui m'est arrivée le jour de ma chute. Voilà, c'est un peu, je paye ma dette, non seulement à l'espoir, mais à la grâce qui m'a été faite de pouvoir continuer à vivre. Et au lieu de le faire en mettant des cierges devant une icône dont je ne suis pas sûr de l'existence, eh bien, mon cierge, c'est moi-même qui grimpe sur une montagne. Ça peut vous paraître aberrant, ce que je dis là est peut-être vaniteux, mais c'est ce que j'éprouve profondément. Non, mais vous dites, ne sachant prier, je grimpe. Oui, exactement. Pour moi, l'escalade est une forme de liturgie, pour deux raisons. D'abord parce que c'est le cadeau de ma souffrance et de mon effort et de ma fatigue à la joie de vivre encore un peu. Et puis deuxièmement, parce que c'est par le geste une manière de signifier ma vénération de la beauté du monde et mon admiration éperdue pour tout cet ordre à la fois tellurique, cosmique, météorologique, écosystémique, cette faune, cette flore, toutes ces extraordinaires efflorescences du vivant qui s'articulent et s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. J'adore ce mécano incompréhensible, cette équation qu'on peut peut-être appeler divine, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais au lieu d'aller lire Saint-Augustin, parce que ça, j'en ai pas les capacités intellectuelles, et au lieu d'aller m'agenouiller dans une chapelle, parce que très franchement, il fait trop beau dehors, eh bien moi, je vais grimper. À la limite, chacun sa voûte. Moi, c'est celle du ciel. Et tout à l'heure, vous avez dit le désert, vous avez dit que peut-être le désert invitait au monothéisme, que la jungle, la selva invitait à un chamanisme. Comment est Dieu au sommet de ces piliers de la mer? Ah, le Dieu des piliers. Alors les piliers de la mer, c'est un peu différent de la montagne, parce que les piliers de la mer, c'est vraiment un endroit où on se trouve dans l'élémentaire. C'est-à-dire vraiment dans la puissante gifle des éléments. Il faut imaginer que quand vous arrivez, vous êtes assez ému parce que l'escalade est difficile parfois. Il y a le rocher toujours pourri. Ouais. On arrive au sommet. Ne serait-ce que l'approche est très dure parce qu'à chaque fois, l'approche est amphibie. C'est là où vous avez le plus risqué peut-être dans l'approche du stack. C'est le changement de milieu le plus dangereux. C'est quand vous êtes dans les vagues. Très militaire d'ailleurs. Très militaire. Et d'ailleurs, il faut être explosif dans le changement de milieu. C'est le plus dur. Ouais. Alors moi, l'explosion, c'était plutôt que je me vautrais dans le varech au pied des colonnes, et puis après j'étais recouvert par une vague, plein de bulots. J'avais pas l'air très explosif dans le changement de milieu, quoi. J'avais l'air plutôt d'un phoque à moitié sous qui se vautrait dans les bulots. C'était pas très esthétique, si vous voulez. Mais alors après, quand vous arrivez au sommet du stack, légèrement ému de l'escalade, vous êtes à la fois dans la gifle des éléments,
dans la dilatation de l'espace, parce que vous arrivez, vous êtes à la fois en montagne et en mer, c'est très étonnant. Vous êtes à la fois sur une île qui appartenait à la terre ferme. Donc vous êtes à la fois sur le passé, sur le présent, vous savez que l'avenir, ça sera l'écroulement. Vous êtes sur une patrie que peu de pieds humains ont foulée, parfois on était les premiers. Tout ça fait quand même c'est quand même une réception, une gifle presque paganique assez forte. Alors vous me demandez quel est le Dieu sur les pieds de la mer. C'est ça le Dieu, c'est le grand Dieu de la force du monde. Vous voyez, on était dans l'ordre du monde. Je ne sais pas ce que c'est que l'ordre du monde, c'est peut-être l'écho de la création. Un jour, il y a eu tout d'un coup quelque chose est devenu ce qui existe. C'est ça le mystère. Eh bien, quand vous êtes au sommet du Stac, vous êtes dans l'écho de cette immense explosion première. Il y a un de ces stacks que vous avez escaladé avec, je dis chaman, mais c'est peut-être pas le cas, quelqu'un qui s'appelle Pétéro. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'était à l'île de Pâques, et le stack mesurait 55 mètres de haut. Il était évidemment sacré, car la culture des Rapa Nui, la population de l'île de Pâques, vénère toutes les formes du relief, les rochers de la côte, la mer, les volcans, et les stacks et les écueils. Et le stack était vraiment interdit à l'escalade, sauf si jamais nous emmenions ce Rapa Nui de l'île de Pâques, qui s'appelle Pétéro, et qui se qualifiait du garant de la culture Rapa Nui. C'était un agent du parc national, il avait 70 ans, et il nous a dit, moi je vous autorise à le grimper, à condition que vous m'emmeniez là-haut, parce que je veux adresser une prière à nos dieux, qui, entre parenthèses, dieux qui ne sont plus les Moaï de l'île de Pâques, hein, ça s'est terminé au XVIIIe siècle, la culture Moaï s'est écroulée, mais il y a eu une autre mythologie qui a remplacé la culture des Moaï, qui est la mythologie de l'oiseau, de l'éternel retour des sternes qui revenaient de migration et qui revivifiaient la nature. Et les Rapa Nui ont inventé une autre mythologie de l'éternel retour pour dépasser la tristesse de la civilisation des Moaï écroulés. Et donc on l'a emmené là-haut, il n'avait jamais grimpé, il s'est mis à poil, tout à poil, on lui a mis un baudrier, moi je le poussais au cul comme ça, du lac. Vraiment l'expression de grimpeur poussé au cul, elle est vraiment au sens littéral. J'ai autant de vous dire, je m'en serais bien passé, j'étais là en train de pousser le chaman, du lac était en train de le monter, et lui il n'avait jamais grimpé, il avait 75 ans, et il se raclait les genoux, il était en sang, en larmes, plein de sel, mais c'était pas des larmes de tristesse ou de souffrance, c'était des larmes d'exultation. Il avait vraiment l'impression de monter sur un autel, A-U-T-E-L, sur un autel, sur un temple, sur un pilier, et il avait l'impression de prier les dieux, et ça a été pour moi le plus... C'est le seul moment avec la Polynésie, l'île de Uapu, où nous avons été emmenés par une jeune femme pêcheur qui s'appelait... pas pêcheresse, hein, pêcheuse, qui s'appelait Marjorie. C'est le seul moment où on a rencontré des personnages qui ont compris la poésie et même la spiritualité du pilier de la mer. Je trouve que c'est les plus belles pages, cette partie sur l'île de Pâques, en tout cas c'est celle qui m'ont le plus parlé. Vous m'avez pas dit vraiment votre métier. Comment vous caractériseriez votre activité explorateur, écrivain, aventurier? Mon métier est de prendre l'air. D'accord. C'est un poète qui s'appelait Georges Perros qui disait ça. Notre métier est de prendre l'air. Alors j'aime bien l'expression. Non, mon métier c'est de regarder et puis d'expliquer ce que j'ai vu. Enfin, non mais parce que s'il faut un étiquetage de libraire, je dirais écrivain voyageur, comme ça on me met dans la case des écrivains voyageurs. Au rayon écrivain voyageur. Je veux bien être écrivain voyageur, quoi. Je vous demande parce que je voulais qu'on parle tous les deux, c'était d'ailleurs c'était un peu la motivation de l'interview, de faire la comparaison entre l'aventurier, la figure de l'aventurier et la figure du soldat ou la figure du guerrier. J'ai noté une phrase et je voudrais que vous me disiez si elle vous paraît adaptée à l'aventurier et peut-être au stack dont vous nous parlez dans votre dernier livre. Alors, l'aventurier, selon Sartre, il est pris donc entre la plus folle générosité et le suicide le plus égoïste. C'est un être qui meurt pour ce qui n'existe pas.
On le regarde s'éloigner, vaincu et vainqueur, déjà oublié dans cette cité où il n'a plus de place. Oui, oui, d'accord, je vois ce que veut dire. Ça s'applique au stack, non? Oui, en tout cas, oui. D'après ce que je comprends, mais enfin, j'aurais pas d'outrecuidance de penser que je peux comprendre la moindre chose de Jean-Paul Sartre. Mais vous n'êtes pas fanat de non, Sartre? c'est pas ça, c'est que je suis très modeste et que quand un grand philosophe me parle, je sais d'abord que je suis un cancre. Mais je crois entendre l'évocation de la gratuité, de la personnalité de l'aventurier quand j'entends ça, et en tout cas de son engagement, et peut-être de l'inutilité de sa fonction. Et moi, ce sont des vertus pour moi. C'est ce que dit Sartre, si je ne m'abuse. Et moi, je trouve qu'elle peut s'appliquer aussi. C'est l'acte gratuit. C'est l'acte gratuit, donc la folle générosité. Et en même temps, je me suis demandé si ça ne s'appliquait pas dans une certaine mesure aux guerriers ou aux soldats qui, vainqueur et vaincu, est quitté lui-même par la cité une fois qu'il redevient inutile. Mais je ne sais pas, non, je pense qu'il faut affiner la définition et savoir précisément de quoi on parle. On ne peut pas dire que le soldat qui se lance dans une mission accomplit un acte gratuit. Peut-être que tactiquement, dans l'ordre microscopique de l'intervalle temporel de son action, il fera quelque chose de sacrificiel qui pourra paraître un acte flamboyant, héroïque et gratuit. Mais ça s'inscrira quand même dans une stratégie de commandement d'État en vue de la victoire de la nation sur son adversaire. Il a rarement ça en tête. Ah bah oui, non mais oui, mais d'accord, mais c'était pas votre question. Il se bat pour son non, camarade à côté de lui. Je suis bien d'accord, mais c'était pas votre question. Ah oui, alors si la question c'est de savoir du point de vue du soldat dans quoi s'inscrit son acte, est-ce que ça s'inscrit dans le devoir, la soumission à l'autorité, la doctrine, les valeurs des droits de l'homme, ou bien son copain à qui il a juré une amitié indéfectible? Alors évidemment, bien sûr que le faisceau est très large et que chaque soldat probablement a ses motifs. Mais là, on ne parlait pas de ça. On essayait de donner des définitions générales, vues du point de vue d'un intellectuel qui est Jean-Paul Sartre, sur la gratuité de l'acte. Alors moi, je crois qu'il y a une esthétique profonde chez l'aventurier. Chez l'aventurier, il y a une esthétique chez l'aventurier qui ne veut pas changer le monde. Pas forcément. Mais qui veut accomplir un beau geste et vivre dans une belle mort, et créer une forme romanesque ou esthétique d'action. Je crois beaucoup, moi, à ce moteur chez certains aventuriers. Est-ce qu'il veut empêcher que le monde ne se défasse? Bah, peut-être. Ça, c'est qui? C'était une phrase de Camus. C'est Camus, non? Ouais, c'était Camus, ça. Oui, bah, peut-être. Enfin, je crois que c'est... Je me méfie beaucoup, vous savez, moi. C'est pour ça que j'ai pas cette philosophie. Les idées générales m'accablent un peu. Je crois qu'il peut y avoir de motifs. Il y a autant de motifs qu'il y a de moteurs. Et tout individu est l'agent d'un motif. Alors il y a un soldat qui ira peut-être se battre pour le souvenir de ses enfants, un autre pour son camarade, un autre pour son commandant, qu'il aime et qu'il respecte, ça arrive aussi. Et peut-être même, figurez-vous, on n'est pas à l'abri de connaître des soldats qui iront au combat pour une idée. Je sais que c'est rare, que c'est mal vu de le dire, mais c'est peut-être possible quand même que certains veuillent défendre un idéal. D'autres, c'est parce qu'ils ont été galvanisés par une chanson. D'autres, c'est parce qu'ils sont contents du rata. Je crois, malheureusement, et c'est ça le génie, la grandeur et la servitude de l'humanité, c'est qu'elle est tellement complexe. Elle chatoie tellement que des motifs, il y en a autant que des individus. Et tout le problème des philosophes, c'est qu'ils disent de manière extrêmement intelligente des choses qui ne concernent finalement que l'idée et la représentation qu'ils se font du corps humain. Enfin du corps général, si vous voulez, de l'humanité. Et qui ne prend pas en compte la disparité profonde des motifs de chacun. Alors bon, si vous voulez qu'on parle de la gratuité, moi, c'est pour moi une vertu. Hein. Les choses inutiles, je trouve ça superbe. Les conquérants de l'inutile, comme Lionel Terret disait des alpinistes, je trouve superbe qu'on déploie une énergie profonde pour faire quelque chose qui ne sert à rien. Vous disiez de Dulac que c'était votre guide vers l'inutile?
Oui, c'est un guide vers l'inutile du lac, c'est un guide de haute montagne qui parfois met en danger sa vie. Pourquoi faire? Voulez-vous m'expliquer? Pour grimper sur une montagne, exactement comme vous. pour grimper sur un stack et en descendre. Il n'y a rien de plus stérile, de plus débile, de plus dangereux. C'est une aberration. C'est d'ailleurs pour ça que les administrations n'aiment pas trop ce genre de... Les administrations qui ne comprennent pas très bien qu'on prenne des risques pour des choses si inutiles. C'est quelque chose qui est aberrant, l'alpinisme. Enfin oui, parce que c'est inutile. Cela dit, si vous me permettez que j'apporte une toute petite bémol à ce que nous sommes en train de dire, il peut y avoir une utilité de l'inutile. Parce que le fait qu'il y a dans une société certains êtres qui partent faire de la musique, chanter, regarder les fleurs, monter sur les stacks, s'enfermer dans des monastères pour prier des choses devant un mur. Tout ça, finalement, ça console peut-être le cœur de nous autres qui vivons dans les grandes villes et qui travaillons du matin au soir pour faire des choses que nous croyons utiles. Vous comprenez? Il y a une dimension de consolation, comme la charge des éléphants dans la savane africaine qui consolait les détenus du baraquement dans le début du roman de Romain Gary, Les Racines du ciel. Ça m'amène à en fait une réflexion, ou plutôt une confidence que je veux vous faire. Parce qu'avant de lire Les Piliers de la mer, j'avais une amertume parfois en vous lisant, que je vous confie. Et je me disais que si Sylvain Tesson utilisait 10% de l'intelligence qu'il consacre aux faits, aux piliers, à la panthère qui n'apparaît jamais, si vous l'utilisiez à la diplomatie par exemple, peut-être que le Moyen-Orient serait pacifié. Et ensuite, en lisant les Piliers de la mer, j'ai compris ce que vous venez de dire là sur l'importance de cette démarche inutile. Et sur les choses auxquelles on ne prête pas suffisamment attention. Est-ce que c'est ça votre démarche, que nous autres prêtions un peu plus attention aux choses qu'on cesse de regarder? Peut-être, enfin vous avez tout dit. Moi, encore une fois, je crois qu'il peut y avoir une utilité de l'existence de l'inutile, ou en tout cas une utilité du fait que nous sachions qu'existent des êtres qui emploient leur vie à la célébration de choses apparemment inutiles. Alors cela, je le crois. Et puis ensuite, sur le fait que nous devions, comment avez-vous dit, prêter davantage attention à ce qui nous échappe. Cette année, j'ai lu un bouquin que j'ai adoré de Simak qui s'appelle Demain les chiens. Et il a cette phrase, il dit « Il faudra qu'on s'intéresse au mystère que l'homme a jugé indigne d'intérêt ». Oui, c'est très beau, c'est très bien dit, bien sûr, c'est très bien dit, mais à ceci près que je retirais le « il faudra ». Je sais pas, je sais pas si c'est exactement ça, non, mais parce que ou alors c'est en anglais en plus. Non, mais quand vous disiez nous devrions, ça aussi ça m'embête, c'est-à-dire que dès que vous employez des infinitifs qui ressortent du champ sémantique, du devoir, de l'obligation ou du conseil que vous donnez, moi là je disparais, je m'éclipse. À reculons. Parce que je ne veux pas être ni un pédagogue, ni un homme du manifeste, ni un grand proposeur de conduite. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Moi, je ne suis pas du tout... je n'articule aucun conseil, je ne propose aucune voie. Je ne veux rien enseigner. Je ne suis pas un homme de manifeste, pas du tout. Et vous auriez pu être un soldat? Je me pose souvent la question. Et... Vous en fréquentez beaucoup? J'en fréquente beaucoup, mais selon la modalité de tout ce que je vis, c'est-à-dire dans l'oscillation permanente. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup vivre profondément quelque chose, et quand je vis quelque chose, je suis vraiment là. Je me donne à ce que je vis. Je fais comme Montaigne dans les essais qui disait... Quand je danse, je danse. Je dors. Quand je vis avec les soldats, je suis vraiment avec eux. Puis après, quand je vis avec les artistes, je suis vraiment avec eux. Je vais du théâtre à la caserne, de la haute montagne à la salle de concert, du plateau de télévision à la cabane solitaire. Alors ça peut donner
une impression de grande diffraction, c'est d'ailleurs sans doute le cas. Je vis dans un manteau d'arlequin, mais j'ai une grande sincérité quand je suis dans le moment où je m'installe. Alors vous me demandez si je peux être soldat. Je ne sais pas, si je ne l'ai pas fait, si j'ai pas choisi cette vie-là, c'est que probablement je savais qu'elle n'était pas faite pour moi parce que sans doute ne m'en sentais-je pas digne. Ou plutôt, vous auriez du mal à entendre ce que je disais tout à l'heure, tu dois, je dois. Voilà. C'est peut-être ça que je voulais dire. Ouais. C'est vrai que le langage du devoir, forcément, il fait partie du métier militaire. Il y a aussi autre chose qui en fait partie, c'est la confrontation à la mort. Vous en parlez beaucoup dans vos livres. Je crois même que j'ai lu dans une de vos dernières publications, vous dessinez beaucoup sur, vous avez des dessins assez morbides. Je ne sais pas si on peut dire ça. Est-ce que ces voyages dans les stacks, ces changements de milieu, la dangerosité, l'escalade, ça dit quoi de votre rapport à la mort ? Moi, je me suis expliqué là-dessus dans un petit livre que j'ai fait il y a 2 ans qui s'appelle Noir. Oui, mais je parlais de celui-là où vous dessinez des dessins, je griffonne des petits dessins, enfin qui sont c'est des minuscules croquis de carnet. C'est comme les dessins qu'on fait quand on est au téléphone. Et quelque chose revient sur ma plume de manière un peu obsessionnelle, qui est, enfin, en tout cas automatique, qui est le pendu. Le pendu et le suicidé au pistolet. Et alors, je sais pas, c'est graphiquement quelque chose que j'aime représenter. Et moi, je crois profondément quelque chose de très banal, de très ordinaire, dont la banalité va d'ailleurs vous effrayer. Mais j'ai vraiment l'impression que la mise en danger de soi-même, c'est-à-dire la conversation permanente, le côtoiement de la mort, consenti, notamment dans l'alpinisme et dans ce genre de sport ou dans ce genre d'exercice comme l'escalade des stacks, est un aphrodisiaque extraordinaire de la vie. Et moi, je me souviens de ma sortie de l'hôpital, il y a 10 ans, après y avoir passé quand même plusieurs mois, comme une sorte de deuxième naissance que j'ai envie de revivre. Souvent. Et quand j'arrive au sommet des stacks ou quand je reviens sur le plateau continental après avoir fait l'incursion sur les stacks avec Daniel Dulac, je trouve que le moment où ça s'arrête est tellement jouissif que ça vaut amplement les frayeurs qu'on s'est infligées en grimpant sur la paroi. C'est idiot, hein. C'est une espèce de décompensation de drogué. Non mais je grimpe aussi, donc je vois exactement ce que vous voulez dire. Et je trouve ça bien de casser le cliché un peu de psychologie de comptoir qu'on applique à la fois aux grimpeurs et puis aux soldats, puis quand ils sont les deux à la fois, on prend double tarif, qui est qu'on ferait ces métiers par une sorte de pulsion de mort. Et vous dites plutôt que c'est une pulsion de vie. Ah ben c'est une pulsion de vie. Moi je dis que la pulsion de mort est une pulsion de vie. Bien sûr, il y a un très beau vers là-dessus de Audiberti qui disait « Et quand j'écris la mer, je veux dire la vie, et quand je dis la vie, je veux dire la mort. » C'est la même chose. La pulsion de vie est une pulsion de mort. C'est exactement comme le fait de porter des vanités sur les doigts. Vous voyez, oui, je l'ai remarqué. Je voulais vous poser la question. Mais c'est le contraire de la morbidité. C'est au contraire pour me dire c'est merveilleux de savoir que sous notre peau et nos articulations, il y a une tête de mort épouvantable, un squelette, et que bientôt on sera dévoré par les asticots, et que la vie éternelle, c'est les pissenlits, et que croire à la postérité, c'est faire un discours aux lombriques qui vous rongeront les yeux. Tout ça n'est pas du tout morbide, au contraire, c'est un appel immédiatement à vivre avec beaucoup d'appétit. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire. Je préfère un cadavre qu'un vivant blasé, si vous voulez. Je trouve que ça pue moins un cadavre qu'un blasé. Ah oui, je crois qu'il y a une époque où on en mettait partout d'ailleurs, des têtes de mort, des sabliers, on appelle ça les memento mori. Oui, c'est ça. À la fin du XVIIe et au début et au XVIIIe siècle, c'était un genre, un motif esthétique, notamment des peintres, notamment en Italie, à la fin du baroque, quoi, à l'époque classique. Et alors, on peignait des tableaux avec toutes les représentations esthétiques de l'éphémérité de la vie. Vous l'avez dit, le sablier, la bulle de savon. Et puis les appareils, les ustensiles et les instruments très évanescents de la vie. Les fleurs séchées, les insectes, les cartes à jouer, les instruments de musique. Tout ce qui nous rappelait que la vie est un songe, qu'elle passe très vite, que nous nous croyons immortels alors que nous sommes de pauvres êtres éphémères qui nous débattons dans l'absurde
et qu'il ne faut surtout pas manquer son unique matinée de printemps, comme disait Vladimir Jankélévitch. J'ai noté une phrase pour vous de Balzac. Il dit « Un grand écrivain est un martyr qui ne mourra pas ». Oui, bah, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Bah, c'est ça qui est merveilleux avec les écrivains, c'est qu'on dit... Il faut vivre vieux, c'est ça que je veux vous dire. Ah oui, ah oui. C'est un martyr de quoi? De lui-même, alors. C'est un martyr de lui-même. C'est un martyr de lui-même parce que c'est quand même difficile. Enfin, parce que l'écriture, c'est quand même une névrose. Hein. Passer 6 mois pour aller des pattes de mouche, essayer de dire qu'on va recomposer le monde et raconter ce qu'on a vécu et que ça va intéresser des gens, il faut quand même être bien à la fois narcissique et névrosé. Je crois beaucoup, moi, à la pathologie de l'écrivain. Mais c'est une pathologie gentille qui assomme, d'ennui les lecteurs, mais qui ne tue personne. Mais est-ce qu'il y a un moment où je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça, est-ce qu'il y a un moment où vous tolérerez, c'est compliqué à dire, est-ce qu'il y a un moment où vous tolérerez moins la prise de risque enfin, moi, je vous donne juste un exemple personnel. Moi, j'ai l'impression que il y a eu un moment où je faisais la grimpe, l'alpinisme, le parapente, et il y a eu un moment où je me suis dit, ok, il faut que je réduise quand même un peu ces prises de risque-là, où je commençais à avoir une forme de fatigue de cette confrontation à la chute, au risque, à la peur. Est-ce que vous croyez que ça s'épuise chez quelqu'un Bah, moi, c'est plutôt aller en s'accroissant, en s'augmentant. C'est ce que je vois, ce que je lis. Je me suis mis au parapente là, il y a quelques années, après ma chute, hein, en 2020. C'est une très mauvaise idée, puisque j'ai des ostéosynthèses dans le dos. Et j'ai raté un décollage au sommet des Tours d'Areux il y a 1 mois et demi. Mais vraiment raté, très raté. Il n'y avait pas de vent, il y avait de la neige, donc je ne pouvais pas prendre de vitesse. Je me suis vautré dans la paroi, j'ai rebondi, ma voile s'est déchirée. Je l'ai vu passer sous moi, j'ai sauté comme un parachute. C'est très, très dangereux. Elle m'a rattrapé comme un parachute, j'ai atterri avec la voile déchirée. Et vous avez de la chance. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu une espèce de panique la nuit, a posteriori. Étonnamment, mon cœur est monté comme ça, mais 8 heures après, c'était quand même un incident. Et ben, j'ai tout de suite fait un stage en me disant il faut quand même que je me perfectionne, quoi, avant de me jeter comme ça dans des conditions trop techniques. Alors je suis parti me perfectionner. Vous n'aviez pas fait de stage avant de vous lancer? Si, j'avais mon brevet, mais j'étais à une trentaine de vols. Ah oui, mais entre le brevet, après 30 vols, il faut continuer quand même à avoir un ouvrage. 30 vols et j'ai fait un décollage très technique d'un sommet. Et je vous donne un exemple. Et nous, en parapente, le premier brevet de parapentisme militaire, on peut pas, c'est 25 vols, on n'a pas le droit de voler tout seul après les 25 vols. Ben voilà, on a besoin d'avoir un ouvreur et d'avoir un guide avec nous. Non, mais là, j'étais avec un camarade, mais en plus, mais en revanche, j'étais dans un endroit qui n'était absolument pas possible parce que la plateforme de décollage faisait 8 mètres et il y avait 250 mètres de falaise. Et on était au sommet d'une tour. C'était comme un décollage d'un stack, en fait. Et c'était une très mauvaise idée. Ah oui, oui. Mais j'ai une espèce de confiance, moi. Quand je vois Confiance dans quoi? Dans le guide ou dans la vie en général? Dans la vie. Dans la vie. J'ai une grande confiance. Je trouve que tout est vraiment bien. Je vois les arbres, les oiseaux, tout ça. Je me dis, tout ça est tellement dangereux et tout marche. Donc, il n'y a pas de raison que je m'en prenne une. C'est peut-être une inconscience. Mais c'est vrai que quand on regarde le spectacle de la nature, moi je suis très imprégné par ça, je suis très impressionné par les arts et la nature. C'est les seules choses qui m'intéressent. Les arts humains, la musique, la peinture et la nature. Et je trouve que tout ça est très réussi tout de même. Et ça me donne confiance. C'est un peu idiot, hein. Vous allez trouver que c'est quand même un état d'esprit, un procédé intellectuel qui est quand même très vaseux. Mais pour l'instant, ça m'a conduit. Mon expérience d'officier à la Légion étrangère dans les troupes de montagne, une des premières choses qu'on enseigne en montagne aux légionnaires, c'est apprendre à renoncer. Face à un danger qui est trop grand ou une accumulation, un faisceau d'indices qui nous dit que là peut-être ni la capacité humaine, ni la météo, ni le terrain ne peut nous permettre. Et parfois c'est même un peu de la superstition, hein, l'accumulation de mauvais signes, et on apprend aux légionnaires en montagne à renoncer. Est-ce que vous savez renoncer? Oui, non mais moi j'ai souvent très peur et je demande à Dulac de renoncer, mais comme on s'auto-alimente un peu.
Mais c'est ça le danger. Vous savez que dans les accidents, alors dans les trucs de montagne, on a développé une compétence là-dessus sur l'accidentologie et les avalanches. Un des grands dangers, c'est quand il y a deux personnes très compétentes, des guides de haute montagne, et l'un l'autre peuvent avoir une dynamique comme ça qui les galvanise, et aucun des deux n'ose dire que peut-être il faut faire demi-tour. Non, mais moi je suis très incompétent par rapport à sa compétence à lui, mais on se galvanise parce qu'on est on est porté par un carburant d'exaltation. Alors c'est peut-être l'effet de l'acétone sur l'acide chlorhydrique, quoi. Ça explose. Non, je sais pas. Non, mais j'ai renoncé souvent. Un jour, je suis allé dans la jungle avec les légionnaires du 3e RI, hein, c'est ça, le feu. Oui. Et je faisais un reportage. C'était pour le Figaro, je crois. Là, j'aurais eu envie de renoncer parce qu'on a fait des marches de 20 km comme ça, j'avais chaud, tout ça. Et puis, alors à un moment, il fallait trouver des asticots pour pêcher. Alors je soulevais des racines et puis je voulais prendre des asticots, mais il y avait des... Et alors là, il y a un instructeur qui me dit « Non, migale ». Là, j'ai renoncé, parce qu'il y avait une migale à côté de l'asticot, mais mon œil ne la voyait pas. Ah oui, vous avez échappé belle, là. Il est bon, de temps en temps, d'accepter le nom de l'instructeur. Alors, vous êtes le premier écrivain qu'on reçoit dans Quartier Libre, et j'ai imaginé un questionnaire, un peu comme Bernard Pivot, parce que je suis un fanat de ces émissions littéraires d'apostrophes. Et donc j'ai revisité le questionnaire Bernard Thibault en version Légion. Donc il y aura des références que vous connaissez, parce que vous fréquentez beaucoup de légionnaires, et puis peut-être que mes camarades les entendront. Vous êtes d'accord si on part là-dessus? Vas-y. Alors, si vous étiez un expert en camouflage, qu'iriez-vous espionner? Les tigres... de l'Ossouris et du Primorié, qui sont des régions de l'extrémité orientale de la Sibérie. C'est la bande de terre qui s'élève au nord de Vladivostok, et c'est là où Vladimir Arseniev, l'écrivain russe, avait campé l'intrigue de Dersu Uzala, le petit chasseur des forêts qui chassait les tigres et qui a emmené le Russe découvrir la beauté de ces grandes forêts. J'ajoute à ma liste de lecture. Que répondez-vous, vous venez d'en parler, que répondez-vous à la petite voix qui dit « abandonne » ? Ah ben je lui dis « tu as tout à fait raison et t'as qu'à rester ici et moi je vais continuer ». Votre juron, gros mot ou blasphème favori en langue étrangère? Attila Ishtenashtora, ce qui est du hongrois et qui veut dire Attila, fléau de Dieu. J'ai cru que vous alliez en citer un autre qui est cher à la Légion étrangère. Ah non, mais j'adore, moi, quand j'entends, quand je voyageais beaucoup en Russie, il y a l'équivalent du fuck américain, qui est une sorte d'antienne qui vient ponctuer comme un solfège de moine bénédictin la phrase. C'est le bliatnachoué russe, vous aurez qu'à demander aux spécialistes pour vous donner la traduction. Ça va, j'ai entendu. Votre patrie, si ce n'était pas la France? J'aimerais bien une vallée perchée des Alpes. Je pense au Tyrol ou au Haut-Adige italien de langue allemande, c'est-à-dire des endroits qui sont à la confluence du ciel et de la terre. On en a beaucoup parlé avec les piliers de la mer, sauf que là, le ciel, c'est le ciel de l'Autriche, et la terre, ce sont les montagnes des Alpes. La devise que vous graveriez sur votre épée? Peut-être... vivere, primum vivere, deinde philosophari. Vivre d'abord, philosopher ensuite. Ça me plairait bien parce que je trouve qu'il y a l'expérience d'abord avant de la conscientiser puis de l'écrire. Si on fait le contraire, on est un esprit abstrait. Vous connaissez celle-là, elle est chère aux militaires, celle de Bergson. Il faut penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Bien sûr. Ou alors vous avez celle de René Chartonnet, c'est celle-là plutôt que je graverai. C'est tiré des feuillets d'hypnose qu'il écrivait quand il animait son maquis de Céreste dans le Luberon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait dit il faut penser en stratège et agir en primitif. Ça s'applique très bien en effet aux soldats. Au nom de quoi pourriez-vous mourir, Sylvain Tesson? Parfois, ce qui me donne envie de mourir, c'est un très bel andante d'une sonate pour piano de Mozart. Et je tiens à répondre ça pour ne pas commencer à me lancer dans des espèces de réponses lyriques sur la famille, la patrie, le palier de porte, les amis et la liberté.
Non, je crois que parfois il y a des accents de l'art qui est une espèce de sanglot qui a traversé les millénaires, de sanglot humain adressé à l'absurdité de l'existence, que je trouve finalement plus propice à la mort que beaucoup d'idées abstraites ou d'injonctions politiques. Et si le diable marchait avec vous, que lui diriez-vous? Je lui dirais pas ha 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 ha. Bravo. Non, je lui dirais. C'est une référence au chant du 2e régiment étranger parachutiste. Oui, je lui dirais bravo mon gars, tu as bien réussi ton coup en créant l'homme. Merci beaucoup Sylvain Tesson. Merci. Je rappelle que vous avez publié chez Albin Michel donc Les Piliers de la mer, qui est ce livre ici. Je vais vous demander bien sûr de me le signer après si vous voulez bien, si je ne vous ai pas trop mis en retard. Et je voulais vous remettre un cadeau. Donc le légionnaire de montagne du 2e régiment étranger de génie. Voilà, je vous le remette avec une phrase un peu cérémonielle. C'est le chef de corps, le colonel Roy, les officiers, les sous-officiers, les caporaux-chefs, les caporaux, clairons et légionnaires du 2e régiment étranger de génie qui vous offrent ce buste. Voilà. Merci. Armée de terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.